Propre vêtement, on n'est pas spécialement en 100% d'un matériau. Donc le majoritaire est coton-polyester ou le coton ou le polyester, mais on a aussi des éléments qui sont beaucoup plus diffus en termes de mélange et qui ne permettent pas de trier correctement. Et souvent, ce qui est demandé, alors je voudrais entendre peut-être des témoignages de collecteurs trieurs s'il y en a dans la salle, que c'est très difficile. Enfin, si on veut un produit qui marche bien au niveau de la filature, enfin, de la transformation derrière, il faut trier et délisser les matières pour qu'elles soient vers ces chaînes de valeur en économie circulaire, en boucle fermée. Donc, fort de ce constat et sur la difficulté qu'on a à transformer, à identifier des débouchés économiquement viables pour des matériaux en mélange plus diffus, il y a des solutions qui existent depuis très longtemps. Tout le monde connaît les non tissés, alors on va partir du bas de gamme, c'est-à-dire la couverture de déménagement ou la couverture de peintre, le non tissé qui est utilisé par rapport à tout ce qui est ce qu'on appelle le downcycling. Et en fait, on se rend compte que ces produits-là ne sont pas forcément... enfin, c'est pas seulement limité à ces solutions-là. C'est-à-dire qu'on peut quand même qualifier des matières de mélange diffus pour aller vers des débouchés qui sont intéressants. Et donc, il y a pas mal d'expériences qui sont faites par des designers, par des entreprises, par des industriels, en fonction de marché. Sachant, alors je parlais de la couverture de déménagement, mais dans le non-tissé, il y a aussi des éléments liés à tout ce qui est absorption acoustique dans l'automobile, etc. Mais je vais peut-être demander à Nino ce qu'il en pense, enfin l'entreprise Nino à Jean-Luc. Mais la valeur du produit, elle n'est pas toujours très intéressante, là où on peut peut-être avoir d'autres propositions plus qualitatives, en tout cas plus qualitatives en prix, vers des solutions que je vais présenter là. Donc, d'abord, si on les voit de plus en plus, parce qu'ici, si on prend la page précédente, il y a 1, 2, 3, potentiellement 4, et un cinquième, c'est pas celui-là, mais un autre projet qui est de chez EcoTLC ou qui aurait pu être chez EcoTLC. Alors, je vous explique pourquoi. Alors, malheureusement, Maud Hardy d'EcoTLC ne pouvait pas venir aujourd'hui. Mais je porte pour elle la parole de leur appel à projet qui a lieu tous les ans. EcoTLC, c'est l'éco-organisme qui s'occupe de la responsabilité élargie du producteur du côté français. Et donc, chaque vêtement, linge de maison et chaussures, pour ceux qui sont dans l'habillement, le savent, c'est quelques centimes qui sont dédiés à la REP, donc la collecte et le tri de ces matières. Donc les collecteurs trieurs sont pris en charge pour tout ce qui est collecte tri et maintenant aussi surtout des bouchées de recyclage pour ces TLC. Donc l'éco-organisme existe depuis une bonne dizaine d'années et depuis 2011 ou 2012, là je vais pas regarder exactement les dates, il a lancé son appel à projet pour pouvoir financer l'innovation et des débouchés dans le domaine du recyclage des TLC. Donc il y a 3 entrées. L'entrée, on va faire des co-conceptions, l'entrée, on cherche des débouchés, et l'entrée, on travaille mieux la préparation des matières, justement pour que les débouchés soient plus optimisés. J'en parle maintenant. Alors l'appel à projet de 2019, il vient de passer, hein, c'était rendu en novembre. Mais si j'en parle maintenant, c'est que ça nous donne quelques mois. Vous êtes là, vous êtes en réseau pour trouver des compétences. Si vous ne les avez pas identifiées tout de suite aujourd'hui, bah vous appelez les membres du consortium qui ont présenté le projet ce matin pour savoir auprès de qui vous pouvez entrer. Parce que je vois ici dans la salle des personnes qui sont à même de monter des projets, des personnes qui sont comme nous, en tant que cluster, à même de vous donner les personnes de réseau pour pouvoir trouver des partenaires pour vos projets.
Et donc cet appel à projet, il est doté de 500 000 euros. Donc si vous venez avec un projet de 5 millions, vous serez doté, s'il y a 10 projets, vous serez doté d'une moyenne de 50 ou 100 000 euros. Donc attention, regardez un peu la taille de vos projets et regardez sur le site, vous verrez tous les éléments. Les règles ne changent pas fondamentalement d'une année sur l'autre. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est toutes les suggestions qui sont faites sur le site. Notamment Road to Innovation, donc c'est un document qui est à la fois en français et en anglais, où tous les projets qui ont été faits avec un certain intérêt ou avec une bonne suite en tout cas, sont présentés dans cette revue téléchargeable, et il y en a un par an. Donc, le dernier ne présente pas tous les projets, mais il présente une grande partie de projets que je vais d'ailleurs vous montrer par la suite. Et donc, il y a des projets circuits boucle fermée pour aller vers du fil au fil, comme ce qu'on a voulu faire dans Retex. Et il y a des projets qui sont du TLC vers ce que nous on a appelé, pour faire un raccourci, composite. Et donc derrière, vous aurez des pitchers qui auront des produits non pas forcément issus du recyclage textile, ils ont un procédé qui permet d'intégrer du recyclé, ou alors ils ont utilisé du recyclé dans d'autres domaines, donc, et avec une démarche d'utilisation de matières issues du recyclage. Et puis il y a aussi évidemment un témoignage d'un projet d'éco-TLC. Donc, je fais une revue rapide, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui n'ont pas débouché. Alors pourquoi? C'est soit une volonté stratégique de ne pas poursuivre, soit c'est parce que c'était pas encore dans le domaine, soit c'est parce que c'était trop tôt, donc soit parce que les marchés sont très difficiles à prendre. Je prends cet exemple-là, c'est un béton de chiquette, donc c'est à la fois un mélange de ciment et de chiquette textile. Donc pour donner la difficulté de ce type de démarche, c'est qu'on est sur un produit de chiquette, et le marché de la chiquette, il n'est pas très présent. En fait, on fait du déchiquetage de fibres, de matière, pour ensuite les effilocher. Il n'y a pas une étape seule de chiquette. Donc déjà, sur le plan industriel, c'est quelque chose qui est un petit peu moins courant. Ça pourrait se faire, mais c'est moins courant. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, quand on s'attaque au marché du bâtiment, sans jeu de mots, on se prend un mur, quoi, parce que ici, c'était un produit qui était destiné à faire du mur anti-bruit, potentiellement du mur anti-bruit, parce qu'il y avait une vraie analyse sur le sujet, et on sentait qu'il y avait une vraie difficulté à développer le produit. Donc, je n'ai pas Franumex ici sous la main pour vous demander de témoigner sur le sujet, mais il n'empêche, c'est un produit intéressant, et il faut réfléchir à ce type de démarche, même si parfois le marché n'est pas mûr. Et c'est toujours le projet d'éco-TLC. Ici, un projet d'éco-TLC où on a utilisé, donc là vous avez un témoin dans la salle, c'est Serge qui peut lever le doigt, c'est lui qui a monté le projet. Donc ici, dans la partie blanche, il y a un floc de coton polyester qui est utilisé en charge dans du plastique. Donc il y a eu d'autres projets de ce type-là, à la fois chez EcoTLC et à la fois ceux qu'on a rencontrés d'ailleurs dans le cadre de Retex. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être une réflexion sur le sujet. Bon, après, c'est la même approche que ce matin, c'est l'approche économique, l'approche environnementale, tout se tient. Hein. Moi, je ne fais pas l'article, hein, je dis ça existe, il faut réfléchir à la manière dont on l'approprie. Alors celui-ci, deux projets, l'un qui a été porté par le relais Métis, hein, donc vous avez un représentant ici avec Jean-Luc Dussard, et donc c'était des dalles de plafond, et puis l'autre c'est Silencio que vous voyez ici, donc c'est deux projets d'éco-TLC pour pouvoir travailler sur l'absorption acoustique, puisque le textile a cette vertu qu'on peut mettre en avant, et sur lequel il faut effectivement trouver des applications. Donc là c'est toujours... ça, c'est des projets. Celui-ci, il a eu quelques freins liés à toute la problématique non-feu, mais celui-ci, qui est un silencieux de ventilation mécanique contrôlée, il a démarré sur le marché. Alors après, on regarde, on l'observe, hein, parce qu'il est là sur la table. Maintenant, il faut qu'il trouve sa place sur le marché, mais il y a eu une vraie démarche de design, d'approche marché, d'approche niveau de prix, d'approche technologique très
complexe. Le matériau, il est éco-conçu. C'est un monomatière, mais bon, c'est une matière qui est issue des TLC et pour lequel on a garanti, je parle de Minot, on a garanti qu'il y avait au minimum 70% de synthétique. Pourquoi? Pour pouvoir, un, thermoformer le produit, deux, sans qu'il crame. Parce que s'il y a beaucoup de cellulosique dedans, ça risque d'être un peu compliqué au niveau du thermoformage. Et donc il y avait une vraie technicité à apporter au produit. Donc il y a une valeur ajoutée aussi à mettre en avant. Ce n'est pas un produit avec mélange diffus, c'est un mélange qualifié. Et puis, autre technologie, c'est que c'est des matériaux qui sont quand même complexes à assembler. Et Specosta, enfin, l'entreprise WTX, a investi dans quelque chose qu'il ne faisait pas chez lui. C'est-à-dire qu'il faisait vraiment du thermoformage, assemblage, soudage. Là, il fait du thermoformage, un peu d'assemblage, soudage, mais aussi couture. Et donc là, il a créé un nouveau métier, il a une activité supplémentaire dans son entreprise. Et il faut savoir que WTX, qui se spécialise maintenant dans l'acoustique, s'ouvre vers le bâtiment et est un spécialiste de l'acoustique dans le domaine automobile au départ. Projet suivant, je ne vais pas m'attarder parce qu'il y a une explication qui va être faite en binôme entre Noémie et Isabelle Cochon et Rocktool sur le projet recyclable. Donc l'idée là c'est d'utiliser un procédé d'induction. Rocktool cherche à développer ces machines, bon, elle vous en parlera tout à l'heure, des applications dans le domaine du recyclé pour pouvoir proposer quelque chose d'un petit peu différent en termes de... alors moi je vais parler, je vais faire te laisser parler, sur un procédé plasturgique qui est un petit peu différent pour pouvoir intégrer des matières issues du recyclage. Donc il y a eu un premier projet qui a été fait avec l'IFTH qui avait servi aussi pour les essais. Et donc là l'idée c'était d'imaginer des matériaux, des biens de consommation courante, donc de commencer par une preuve de concept. Rocktool ayant un moule avec la forme du iPhone 3, on arrive au iPhone 8 ou 9, donc c'est pas l'application, c'est pas pour l'application, c'est pour le test de la raideur du produit, sa qualité, sa résistance, son appropriation par le grand public, pour pouvoir passer à l'étape suivante de choisir à un moment donné un type d'application. Ici un projet, alors celui-ci il est intéressant parce qu'il est sur une volonté régionale d'intégrer l'économie circulaire en s'impliquant elle-même, donc d'imaginer d'intégrer du textile recyclé dans des produits de consommation courante dans la plasturgie. Je n'ai pas beaucoup plus d'infos parce que c'est un projet qui est sorti récemment, peut-être que Marc pourra en dire plus, mais voilà, c'est un peu le même principe qu'EcoCharge, mais sur d'autres types de produits. Celui-ci, alors, là, petit zoom, maximum.paris, ça c'est un site, je vous invite à aller voir. C'est une démarche industrielle sur le produit issu du recyclage. Pas textile. Pas textile. Simplement, moi je donne cet exemple-là parce que dans le cadre de Retex, la personne qui était chez Maximum à l'époque est venue il y a 2 ans pour témoigner. Donc vous pourrez retrouver sa présentation dans la visite du CETI, mais il y a 2 ans. On avait fait la partie identité. L'idée, c'est que quand on change de couleur dans l'injection, il y a toute une carotte qui est faite avec 2 couleurs. Cette carotte, plutôt que de la laisser partir et après n'en faire rien, ils ont fait un moule, ils ont créé un moule en forme de chaise qui prend juste cette partie transition qui permet de récupérer l'endroit où il y a la transition des 2 couleurs pour en faire un produit à part entière. Donc ils vendent des quantités intéressantes de chaises. Jamais pareil l'une que l'autre, parce qu'on ne sait jamais quelle couleur était avant et après. Donc ils ont établi des partenariats comme ça avec pas mal d'entreprises industrielles, et ils ont cette volonté industrielle. Là, je ne peux pas parler du projet qu'ils ont fait avec EcoTLC parce que je ne le connais pas. Même si je fais partie du jury, je ne suis pas allé dans les différentes étapes, et pour l'instant c'est encore en cours de développement. Mais l'idée c'est de travailler sur des composites pour faire de l'ameublement, puisque c'est leur spécialité de marché.
Ici, alors on est moins dans le... Voilà, je vous montre que côté LC, il est dynamique, hein, parce qu'il y a beaucoup de projets qui viennent chez eux et qui sont financés, des projets très abordables de développement de nouveaux marchés. Ici, Pierre Plume, c'est un projet dans lequel on a intégré deux types, alors c'est pas un composite, là, pour le coup c'est que du non tissé, mais l'idée c'est d'assembler des non tissés ensemble pour pouvoir avoir une couche arrière qui est faite en non tissé, un peu comme le métis, dont vous avez un exemple ici sur la table, qui a cet aspect moelleux du non tissé en nappage pneumatique, donc c'est un non tissé par dépôt de matière, puis consolidation, parce qu'il y a un mélange de matière thermofusible à l'intérieur pour que ce non tissé soit un peu soit consolidé. Et puis par-dessus, un voile de non tissé, mais beaucoup plus fin, en ce qu'on appelle spun-bond, donc c'est du voile non tissé par voie fondue, c'est-à-dire qu'on fait fondre les matières, elles sont posées de manière aléatoire, puis consolidées en refroidissant, et c'est une position de voile fondu plus un non tissé herlé par en dessous, qui permet d'avoir cet aspect un peu marbré. Et ils ont fait toute une composition de couleurs, voilà, il n'y a qu'une seule couleur, mais ils ont fait pas mal de gammes de couleurs, d'ailleurs ça avait été fait en développement ici au CETI. Bon, ça c'est un modèle qui n'est pas récent, qui avait été présenté à Futuro Textile, la Nobody Chair. C'est pas en textile issu de recyclage, c'est en RPET, donc du textile issu de bouteille. Et en dessous, il y a un non tissé UT classique en polyester. Donc tout est en polyester, 100% polyester. Bon, si vous regardez la vidéo sur YouTube Nobody Chair, vous verrez, et d'ailleurs on le voit dans le procédé, parce qu'il était exposé dans une galerie à Nuremberg il y a quelques années, c'est qu'en fait vous avez une grande partie ici qui devient un déchet. Donc il y a un moment où on regarde les choses, mais on regarde les choses avec un peu de prudence. C'est très sympa, c'est beau à regarder. Il faut quand même réfléchir à cette question-là. Moi, c'est mon avis, mais en même temps, je trouve cette chose très, très sympa et la démarche intéressante. Après, il faut se poser la question, effectivement, de la partie à recycler. Un autre exemple, et là, on a une illustration, on a été en contact avec eux parce que je trouvais le produit très sympa. C'est la marque Réli qui est commercialisée par Quadrat à Paris. Donc, c'est un composite, alors là, c'est un mélange coton ou laine, chute de production, mélangé à une matière thermofusible, donc une matière d'origine organique, d'origine pétrolifère a priori. Mais j'ai pas d'infos, pas plus d'infos que ça. Simplement, bon, voilà, c'est une réflexion qu'on peut avoir, et je sais que vous en discutez avec Unilassal qui va aussi témoigner, c'est de dire, à un moment donné, quand on progresse dans ce type de, et ce qu'on avait fait aussi avec Rocktool, quand on progresse dans ce type de démarche, c'est de se dire, est-ce qu'on n'irait pas aussi vers une recherche de liants biosourcés également? Alors ici, bon, j'ai pas approfondi, mais c'est quelqu'un qui nous a été envoyé par justement un des membres par Van Moor, justement, qui a identifié ce type de projet sur lequel on pourrait s'approcher, et qui propose, alors là c'est juste un code, je pense pas que ce soit, j'ai pas plus d'infos que ça. Ici on retrouve un peu la même thématique que ce qu'on a dans Tissom ou dans Réli. C'est d'imaginer un matériau qui est avec une certaine inclusion. Donc c'est une réflexion sur ce sujet-là, à la fois sur la résistance mécanique, sur quel liant on va mettre dedans, sur, je cherche Romain Benkiran pour l'ancêtre, sur la fin de vie, parce qu'il y a toujours un sujet un petit peu épineux qu'il ne faut pas oublier, mais en même temps parfois un one-shot qui dure très longtemps peut être peut-être plus intéressant si sa fin de vie elle n'est pas non plus l'enfouissement, parce que c'est ça aussi qui peut arriver. Donc une réflexion sur ce sujet-là. Et puis un des derniers, je pense que c'est un des derniers, non, c'est un des derniers. C'est le dernier. Ici, alors ça c'est quelque chose que j'avais vu à Fashion Green Days, c'est donc Fab Brick. Donc c'est le projet de fin d'études d'une étudiante en architecture et qui a mis en marché d'ailleurs, parce que ça a été mis en application dans des magasins Jules, du côté de Bordeaux et à Paris, c'est de faire des briquettes de textiles déchiquetés. Donc elle aussi, elle a eu, on en avait parlé, parce qu'elle avait contacté côté LC justement pour trouver
le process de chiquette tout seul, qu'elle a fini par trouver, mais avec beaucoup de difficultés parce que ça n'existe pas comme ça tout seul. C'est à la fois la chiquette pour aller vers de l'effiloché. Avis à ceux qui ont la chiquette avant l'effilochage, c'est une proposition de marché qui peut être perceptible. Pas qu'elle ait un grand volume comme ce que peut avoir le montissé, mais elle est intéressante. Et donc là, elle a démarré, c'est un sujet qui est assez intéressant. Pour l'instant, c'est une briquette de parement. Il n'y a pas de résistance mécanique comme ce qui avait été voulu dans le premier sujet que j'avais présenté tout à l'heure. Là, c'est de la colle, un liant biosourcé, et sinon, l'autre premier, c'était du ciment. Ça, c'est des exemples. C'est pas... on peut aller très loin, on peut chercher beaucoup plus loin, mais je crois qu'il y avait une réflexion à avoir sur ces différents exemples pour pouvoir faire évoluer les produits plus difficiles à recycler dans des choses qui peuvent évoluer. Là, on voit un produit qui est, entre guillemets, toujours le même, c'est-à-dire qu'il sera toujours telle couleur. Après, elle peut évoluer dans ses gammes, après, elle peut évoluer dans est-ce qu'on si on le teint, ou est-ce qu'on le transforme, comment... Je prends des exemples comme ça. Des questions. Moi, j'ai vu chez Jules, mais en fait, c'est que pour la déco. C'est que déco, oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Oui, non, mais il y a toujours une réflexion sur la fin de vie. Ça, c'était l'exemple que, on en parlait avec Romain assez régulièrement. J'ai pas dit que c'était la bonne solution. J'ai dit que c'était une solution. Et en fait, si je prends l'exemple de Vecosta, qui a fait la BMC, c'est un monoproduit. Après, on ne sait plus l'effilocher. Hein. Jean-Luc, tu me dis si on sait le faire, mais je ne crois pas, parce qu'il y a de la colle dedans. Aujourd'hui, on n'a pas encore essayé, mais peut-être qu'il y en a dans le lot qui pourront être effilochables. On avait eu une première réflexion par rapport à ce qui avait été fait chez lui. C'était, à part le micronisage qui bouffe de l'énergie en voilà, il ne pouvait pas faire grand-chose avec des matières qui étaient thermoformées derrière. Donc, on en parle, je ne vais pas casser la baraque en disant ça, mais il n'empêche. C'est une réflexion quand on fait le projet, à un moment donné, je pense que les personnes qui en font d'ailleurs de ce type de projet ont cette réflexion quoi qu'il en soit. Donc je vais laisser d'ailleurs la parole à... voilà, c'est dans cet endroit-là. J'ai mis un peu au hasard. Donc d'ailleurs, on va commencer par... Ça vous va, Isabelle? Noémie, elle n'est pas là. On va attendre. On va attendre qu'elle revienne. Est-ce que vous voulez bien commencer, Sophie? Il n'y a pas de souci. Voilà, et puis je vous apporte des échantillons? Oui, je vais présenter après. Oui, donc bonjour, Sophie Emmans, Société Néo-Éco Enici. Je vais vous présenter très rapidement d'abord la société Néo-Éco, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc notre mission à nous, c'est de trouver des solutions de valorisation à tout type de déchets solides, tout type de matières usagées, et de réaliser donc des boucles d'économie circulaire et d'élaborer des éco-produits. Donc les compétences de Néo-Éco, c'est d'abord des compétences en process ingénierie dans le tri et traitement de déchets, mais pas seulement. Aujourd'hui, on a un gros pôle sur la déconstruction et construction intelligente, et également, comme je viens de le dire, sur le développement d'éco-produits de tout type, de plein de typologies, donc avec des liants organiques, des liants minéraux, différentes choses. Ce que l'on fait plus précisément, c'est qu'on réalise des projets de recherche et développement, souvent des projets collaboratifs, donc à la fois de recherche fondamentale et de recherche appliquée. On fait du sourcing de gisement, type déchets, parce que pour faire un écoproduit, il faut de la matière première. Également, on réalise des études d'éco-conception, de recyclabilité, mais pas seulement, différentes typologies d'études en fonction des demandes de nos clients, de leurs besoins. Voilà, on met en place aussi des filières de recyclage et de valorisation avec des industriels, avec différentes typologies de partenaires. Et donc, Néo-Éco a voulu à un moment donné diversifier sa gamme d'éco-produits. Et donc, on a mis de l'actionnariat dans la société Enici. Donc, moi, je travaille pour les deux structures aujourd'hui. Et la société Enici donc, fabrique sur Roubaix, donc à 5 minutes d'ici, j'étais encore ce matin chercher des échantillons, donc des éco-produits composites. Alors, quel est l'objectif de cette société-là? Son objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir réaliser n'importe quelle typologie de produit à partir de n'importe quelle matière usagée. Donc, transformer tout type de matière usagée en un produit du quotidien, et ceci avec des matières locales et du personnel local.
d'où son implantation sur la région. Mais pas seulement, après, l'idée c'est aussi, s'il y a un besoin en Normandie, c'est de pouvoir créer une unité pilote en Normandie ou ailleurs. Hein. Voilà. L'idée première, hein, le concept d'Ethnici, c'est de raconter une histoire qui ait du sens pour le client. C'est-à-dire que le client, il peut, avec ses déchets, réaliser un produit qu'il va pouvoir revendre. Voilà, lui directement ou un partenaire à lui. Et donc on a déposé une marque qui s'appelle Westeriol, qui est donc une conjonction entre West et Material, qui est donc un matériau innovant qui contient entre 75 et 100% de déchets, enfin, de matières usagées. Donc, alors à la fois avec du minéral, de l'organique. Et pourquoi 100%? Parce que même le liant peut être du recyclé. Voilà, selon évidemment l'application. Donc on a commencé par faire du sourcing. Donc étant chez NeoEco, évidemment, on avait de quoi faire. Et donc moi j'ai échantillonné une centaine de matières premières. On s'est amusé pendant un an avec ces 100 matières-là. On en a retenu une quinzaine avec lesquelles on fait de nombreux produits aujourd'hui, de différents types. Donc ces matières, ce sont du béton, des déchets de pierre bleue, de la brique, du houblon, des moules, des huîtres, du verre, du marc de café, de la porcelaine, du cuir, enfin voilà, j'en oublie certaines, sûrement. Mais l'idée, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle matière. Après, évidemment, il faut travailler sur la formulation et sur le process. Voilà, donc la force, on va dire, d'Ethnici, c'est de pouvoir faire n'importe quel produit, de n'importe quelle forme, pour n'importe quel client, n'importe quelle application, n'importe quel marché. Donc ça laisse vraiment un jeu, une liberté de jeu assez impressionnante. Alors qu'est-ce qu'on fait comme produit quand même, c'est ce qui vous intéresse. Donc on a testé du textile. Aujourd'hui on n'a pas été plus loin, on l'a juste testé, on a fait des choses très sympas et puis on en est resté là parce qu'on n'avait pas forcément de clients derrière. Enfin voilà, on s'est juste amusé avec. Mais donc aujourd'hui, on peut on a commencé une gamme déjà de revêtements sol et mur, donc des carrelages, des murs digitalisés, des pas japonais. Ensuite, on a développé une gamme d'objets, donc des bougies, des pots, des porte-savons, des couteaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, des patères, enfin voilà, des objets de déco en collaboration avec des designers. Et puis ensuite, on a créé une gamme d'aménagement urbain, donc des bancs, des jardinières, des tables, des panneaux de signalisation, qu'est-ce qu'on a encore, des bornes, des plots, enfin voilà, tout ce qui est dans le paysager urbain, donc des poubelles, des composteurs, etc. Et on a aussi développé une gamme de mobilier, donc on a aujourd'hui 5 tabourets différents. Des tabourets qui sont en 100% recyclés, c'est-à-dire que même les pieds sont en recyclé en partenariat avec Triselec. Et puis des tables aussi qui sont en 100% recyclées. Voilà, et on travaille également avec des artistes qui s'amusent avec le Westeriol pour faire des œuvres originales. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant à retenir, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est qu'on peut vous faire le produit qui vous convient. Donc, parce qu'on peut faire un produit à façon, modulable, de n'importe quelle forme, n'importe quelle composition. Donc, vous pouvez choisir la matière, la granulométrie, la couleur, avec un rendu esthétique à la carte. On peut jouer sur la brillance, sur la texture. On peut marquer le produit aussi avec un marquage laser, mécanique, le personnaliser. Voilà, donc moi j'ai hâte d'aller vous montrer les échantillons. Là, dans quelques minutes, je serai là-bas. Je vais vous montrer les différents échantillons avec les différentes matières. Et puis après, j'ai quelques visuels si vous voulez voir les réalisations d'aujourd'hui. Mais ce qu'on aimerait bien faire aujourd'hui, c'est votre produit à vous. Un produit qui soit unique, voilà, et sur lesquels on pourrait lancer un marché intéressant. Merci. Ça, maintenant, on rentre sous les Auchan. Une belle expérience. Merci. Voilà, donc, bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Daïdé. Je suis chef de groupe achat textile chez Auchan et je pilote la démarche RSE de Auchan pour la marque Inextenso. Et dans le cadre finalement de cette démarche, on avait orienté notre stratégie RSE textile autour de 3 axes
vers la préservation de l'eau, vers le recyclage et vers le zéro déchet. Donc Auchan est un gros producteur et metteur sur le marché de textiles. Donc on se disait, il faut qu'on fasse quelque chose. Et dans l'idée du recyclage, c'était de se dire, on a la chance à Auchan de vendre des produits textiles, mais aussi d'autres typologies de produits. Donc pourquoi pas travailler sur du recyclage en boucle ouverte. On a rencontré Jeanne, et c'est à l'issue de cette rencontre et discussion, quand elle nous a présenté Ritex, qu'est née quelques temps après l'idée de travailler sur, à partir de textiles en fin de vie, de transformer en fait ces textiles en fin de vie en coques de téléphone, en travaillant en collaboration avec nos collègues de l'EGP, donc en fait c'est tout ce qui est électroménager. Voilà, donc on a déposé l'appel à projet chez EcoTLC qui a été accepté donc l'an dernier, et c'est là en fait où l'aventure un petit peu a commencé, et on a travaillé avec des partenaires, donc le Relais qui nous a fourni les effilochés et mis au recyclage. On a travaillé également avec l'IFTH pour la réalisation d'un nom tissé, et bien sûr avec Rocktool, mais je laisserai la parole à Noémie. Donc en fait l'idée c'était de partir sur en fait, des textiles dont on ne sait pas quoi faire, donc les fameux rebuts, les mal-aimés des textiles en fin de vie, donc les mélanges acryliques, polyester, enfin tous ceux qu'on ne sait pas trop quoi faire. Donc on a travaillé avec des produits qui étaient déjà développés chez Mino Recyclage, et on a mélangé avec des polymères. Donc on a fait 3 essais, donc des polymères, parce que l'idée c'était aussi de travailler sur un produit entièrement recyclé. On a vu qu'on était obligé de mettre un polymère, que le produit recyclé en lui-même n'était pas suffisant, donc on devait mélanger avec le polymère. Donc on a essayé le PLA, on a essayé un polyester bas point de fusion, et on a essayé un polypropylène recyclé. Ça a donné plusieurs essais, et on a travaillé avec le moule et le procédé Rocktool pour développer en fait ces coques de téléphone que vous allez pouvoir voir, et on a fait quelques essais design également, mais ça Noémie va vous en parler. Aujourd'hui, on se rend compte que le projet, industriellement parlant, il peut être viable. En revanche, il y a beaucoup d'investissements à faire en termes de moule, puisqu'on sait bien que l'iPhone 3 aujourd'hui, plus personne n'a un iPhone 3, donc il faut développer un moule qui soit utilisable sur plusieurs types de téléphones. Et en fait, dans ce procédé-là, il faudrait 2 moules, un pour la thermofusion et un autre pour l'injection des parties qui permettaient l'accroche du téléphone. Donc finalement, c'est un produit qui est assez compliqué, et on a peut-être d'autres idées en tête. Et pour ça, je vais passer la parole à ma collègue Noémie. Bon, donc du coup, je suis Noémie, je travaille chez Rocktool depuis quelques ans. Je fais un peu la recherche, un peu côté design, côté matière, un peu technique aussi. Et donc du coup, Auchan s'est rapproché de nous à travers le côté C et TGM, parce que l'idée, c'est l'avantage de Rocktool d'abord, c'est pas seulement qu'on peut, avec la thermofusion, on peut répliquer des surfaces textures, donc du coup c'est notre ajout esthétique. C'est qu'en même temps, on est sur la technologie d'induction, c'est-à-dire c'est une technologie sèche. On n'utilise pas de l'eau pour chauffer les moules, c'est très constant, et donc du coup c'est beaucoup plus propre qu'utiliser des autres types de liquides. Les seuls liquides qu'il y a, c'est par exemple les systèmes de cooling, mais que ça utilise de l'eau, mais récemment on a développé un système pour faire de cooling à base de l'air. Donc franchement c'est 100% écologique. Et donc du coup, l'autre avantage c'est que c'est très flexible, on peut travailler avec n'importe quel type de résine, soit recyclé, soit bioplastique, soit biosourcé, absolument tout. Parce qu'on peut régler la température du moule et le chauffer à différentes pressions, différentes températures, donc du coup on est total sur cette adaptabilité. Et pour ça, comme on peut partir de n'importe quel type de configuration, l'idée c'est faire avec de la procédure Rocktool, parce qu'on peut obtenir des pièces avec différents aussi types de niveaux de rigidité et épaisseur. On peut faire des produits niveau consommateur de n'importe quelle application, soit l'immobilière, soit les décorations, soit les cahiers. On peut faire pas mal n'importe quel type de produit.
Malheureusement, on n'a pas les images pour montrer, mais bon, c'est un peu le principe. C'est bien, je ne sais pas si vous avez des questions, mais vous pouvez voir des échantillons qu'on a fait, parce qu'on peut associer aussi des matières décoratives, donc c'est flexibilité et créativité totalement absolue. Juste une question, justement. Donc les attentes de Rocktool par rapport à la Rocktool, c'est à trouver des investisseurs pour... Oui, c'est ça. Tu peux préciser ce que tu... Oui. En fait, la Rocktool, il faut dire que nous, on n'est pas des fabricants de produits. Et nous, on est une petite équipe de 60 de personnes on développe l'innovation en fait de la recherche sur la technologie d'induction pour le thermoformage, thermocompression, soit l'injection. Donc du coup, on est ouvert à faire pas mal d'investigations à niveau matière et des choses comme ça. Normalement, nous, ce qu'on a, on a pas mal de clients, ce sont différentes marques dans le monde des produits consommateurs, électroniques, cosmétiques. Et nous, disons, c'est qu'on présente de différents produits, matières qui sont compatibles avec la technologie et où ils sont directement ceux qui sont faire les produits qui sont envisagés avec les différentes matières qu'on a créées, développées ou recherchées. Peut-être juste un petit complément. En fait, on a travaillé avec nos équipes sur un workshop et Noémie était présente où justement on a imaginé d'autres débouchés. Parce que comme je vous le disais, cette coque, elle n'est peut-être pas viable chez nous. En revanche, on a d'autres idées à développer des produits pour les gammes au champ et pourquoi pas aussi développer des produits en B2C avec d'autres enseignes du textile comme des cintres. Enfin, c'est des idées qu'on a vues déjà, mais qui finalement, du textile qui reviennent dans du textile, donc ça a tout à fait du sens. Et voilà, donc nous on a envie de continuer d'expérimenter, et donc on continue, on verra sous quelle forme. Voilà. Merci. On va aller voir les produits sur le côté. Donc le suivant, de mémoire c'est Codem. Donc, bonjour à tous, Guillaume Delannoy du Codem à Amiens. On est un centre technique dédié au développement et à l'évaluation technique environnementale et sanitaire des matériaux issus de biomasse ou de matières recyclées, principalement pour le bâtiment. Donc en fait, nous on va accompagner, on fonctionne un peu sur deux systèmes. Soit on accompagne des clients à développer leurs écomatériaux. Donc ça va aller de réfléchir avec eux, on va apporter une biomasse, une matière recyclée, qu'est-ce qu'on peut en faire, caractériser la matière et puis essayer d'imaginer avec eux le débouché possible. Ensuite, pouvoir les accompagner sur les études de marché, qui est très importante pour positionner les futurs matériaux, c'est ce qui a été bien expliqué ce matin. Donc il y a les études de marché, l'étude de faisabilité, on a un laboratoire R&D pour mettre en place ces matériaux, un laboratoire d'essai pour les caractériser, accrédité COFRAC, qui permet d'accréditer en fait la valeur de nos résultats, la fiabilité de nos mesures. Et donc ensuite on va pouvoir aussi faire de l'éco-conception avec une équipe ACV, développement de produits, fiches de données environnementales et sanitaires pour vraiment mettre en place ce matériau. On a aussi donc un accompagnement sur l'industrialisation de ces matériaux avec une halle technique qui fait 1700 m² avec 2 machines industrielles, une pour faire donc des panneaux dont je vais pouvoir parler un peu plus précisément, et une ligne industrielle pour faire des blocs type parpaing. Donc c'est vraiment la ligne industrielle comme ce qu'on va voir les fabricants de blocs parpaing pour faire dans notre cas plutôt des bétons végétaux. J'ai aussi un exemple ici de béton végétal à base de colza. Donc une fois qu'on a fait cette industrialisation, c'est ce qui a été évoqué sur l'exemple justement sur le bâtiment, c'est qu'il y a la normalisation qui est extrêmement importante pour le bâtiment. C'est souvent les porteurs de projets se confrontent vraiment à ce problème-là parce que c'est une manière de réfléchir, une manière de concevoir les matériaux et de prouver en fait la fiabilité de ces matériaux qui est vraiment très différente des autres secteurs. Donc en fait, très rapidement, sur le secteur du bâtiment, tout est régi par la garantie décennale et par donc, les assureurs. Donc lorsqu'on a un matériau qui est non conventionnel, il faut prouver que le matériau va tenir la garantie décennale
Et donc là, il y a énormément de choses à prouver, c'est des coûts importants pour les entreprises, ça peut vraiment freiner l'innovation. Donc il y a un accompagnement à faire et à voir dès le départ en fait, du projet, comment est-ce que je vais réussir à prouver, faire des chantiers tests pour prouver que mon matériau est durable. Durable dans le sens, va tenir 10 ans au moins dans le bâtiment. Donc là, c'est quelque chose qui est très important. On est membre du réseau national d'accompagnement du CSTB, qui est l'organisme en fait, qui permet d'avoir ces attestations, ces aides techniques pour pouvoir être assuré sans négocier avec votre assureur en fait, pour chacun des bâtiments que vous allez mettre en place. Donc on a cet accompagnement-là, l'accompagnement sur l'analyse de cycle de vie, qui est aussi très important dans la nouvelle réglementation environnementale de 2020 qui va être tranchée là, dans ces prochaines semaines, où l'impact du carbone et l'impact CO2, etc., va être pris en compte dans un label qui s'appelle le +C-, qui va permettre de classer les matériaux et les bâtiments. Donc là, il faut faire des fiches de données environnementales et sanitaires. Là aussi, il faut les prévoir en amont, éco-concevoir nos matériaux pour avoir des données les plus faibles possibles pour concurrencer les matériaux traditionnels. Donc on accompagne aussi sur l'élaboration de chantiers pilotes pour justement illustrer l'utilité de ces matériaux avec de l'instrumentation, avec un suivi, etc. pour mettre en avant les performances de ces nouveaux matériaux. Donc enfin, on a aussi la possibilité avec une équipe qui est plutôt système constructif, de penser pas que le matériau, mais dans le bâtiment, il faut penser au système constructif, comment ce matériau va s'inscrire dans le bâtiment, comment il va se fixer sur une paroi. Il y a des choses qui marchent bien, mais comment on va le fixer, il faut l'anticiper aussi. Et après, de faire la promotion de ces matériaux au niveau des architectes, au niveau des maîtres d'ouvrage, et de pouvoir les accompagner à choisir des matériaux les plus écologiques possibles. Donc voilà un peu nos savoir-faire, donc plus précisément sur tout ce qui va être un peu panneau, qui peut un peu plus vous concerner. Donc il y a quelques exemples là de matériaux fibre de lin, fibre PLA ou polypropylène. On va pouvoir faire des couches et puis faire des panneaux sandwich, des assemblages. Donc là, on peut vraiment tout imaginer sur des panneaux sandwich, il faut trouver la bonne fonctionnalité, mais aux matières, c'est par exemple voilà, ce type de matériau, lin, polypropylène, on peut venir thermoformer, ça fait une peau sur un panneau sandwich. Donc là, après, on peut imaginer tout ce qu'on veut sur ces panneaux sandwich. Si par exemple vous avez des rebuts de vêtements qui sont minifugés, ça peut faire peut-être une peau qui va permettre dans un panneau de cloison interne entre deux bureaux de faire une petite protection anti-feu ou moins un retard de flamme. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire, et c'est l'avantage des panneaux sandwich, c'est qu'on peut construire et avoir une multitude de propriétés sur un même matériau. Donc c'est là où on peut imaginer beaucoup de choses sur la valorisation de coproduits ou de déchets. Voilà. Si vous avez des questions qui vous paraissent là, vous pouvez les poser maintenant, sinon je pense que c'est des choses qui peuvent être dites en entretien avec toi directement. J'avais juste une petite question, c'est sur la partie textile, tu avais quand même des demandes spécifiques, notamment sur des non-tissés isolants, et alors avec des matières non floues, justement, vous êtes avec elles, des choses comme ça. On a souvent des demandes, surtout pour le bâtiment, la question du feu, elle est vraiment essentielle. Donc c'est vrai que c'est des problématiques qui sont... Il y a vraiment de la demande, donc s'il y a des matières premières, des chutes, etc., qui peuvent être valorisées pour faire des panneaux notamment, ça peut être vraiment... Il y a une vraie demande sur ces produits du bâtiment d'avoir une réglementation feu assez importante. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir vers nous, on peut vous aider à développer ces produits. Juste, oui, Merci. Moi, j'aurais voulu m'adresser un peu au public et savoir si, parmi les gens dans l'Assemblée, il y a des personnes qui pensent que
il est possible de développer de la mousse, donc par exemple pour de l'utilisation dans l'ameublement ou sur des sièges, des choses comme ça. Si au niveau de ce qu'on a vu, au niveau du recyclage textile, c'est quelque chose qui pourrait être fait ou pas. Donc c'est juste une question générale que je pose à tout le monde. S'il y en a qui pensent que c'est possible, ben, voilà, qu'ils viennent vers moi, j'aimerais beaucoup leur parler. Utiliser quoi, de la mousse? Oui, d'en faire de la mousse. Faire du rembourrage, des choses comme ça, oui. À voir après, effectivement. Okay. Donc de honte, je disais tout à l'heure, Ethnisy qui a travaillé sur des matériaux qui ne sont pas textiles, en tout cas qui n'étaient pas des développements spécifiques de Ethnisy au départ, mais avec des procédés qui sont ouverts à tout type de waxitériol. Maintenant, de honte, qui est un promoteur du lin, de la pratique culturelle du lin, mais qui également se lance dans une presse qu'ils veulent mettre en avant dans ses applications en composite. Donc, je te laisse parler, Nicolas Malaquin de... Merci. Donc, si je veux avancer... Ouais, ok, super. Donc bonjour à tous, Nicolas Malaquin. Donc, je suis responsable du développement commercial chez De Honte Composite. Donc on est une société familiale, on est basé en Normandie depuis 1953. Donc la société s'est d'abord développée en développement de machines pour le taillage. Et maintenant, on n'est que deux au monde à faire les outils de récolte du lin pour arracher le lin, retourner le lin et donc les étapes avant, après le ruissage. Au niveau du groupe, donc on a la holding et le bureau d'études qui va servir à la fois à De Honte Technologies, De Honte Composite. Au niveau du groupe, on réalise à peu près 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. La partie composite, c'est vraiment émergent. Ça fait 15 ans que la famille De Honte s'intéresse au composite de lin. Et ça fait que depuis 2016, qu'il y a une société juridique à part entière. Et là, l'INUM, c'est la partie expérimentation dans les champs pour tester nos propres machines. Donc en fait, on a tout l'atelier métallurgie, bureau d'études, conception de fabriquer des machines. Et on a également développé nos propres machines pour des étapes textiles. Donc le groupe a eu diverses distinctions. 2013, un GEC Award. 2017, première participation et première distinction au salon Batimat sur des panneaux éco-conçus qui sont issus de la technologie que je vais vous présenter juste après. Et on fait régulièrement le salon Composite Europe et GEC Award. Donc là, le prochain salon où on est exposant, c'est le salon GEC au mois de mars à Paris. Donc n'hésitez pas à venir nous voir avec des projets de développement base textile à cette occasion. Donc l'activité, je la résume ici, comme ça vous aurez pour les slides. Donc, conception, fabrication, transformation de matériaux plastiques, donc pré-imprégnés, panneaux sandwich, et on loue. Ce qui est très important, c'est qu'on loue la machine. Donc vous pouvez venir avec votre projet et on va venir imprégner un textile. Donc on a un outil de poudrage thermoplastique et ces mêmes pots vont pouvoir être déclinés en panneaux sur une largeur de 2 mètres utile, parce que la machine fait plus de 2 mètres. Et l'activité secondaire qui peut aussi intéresser les gens dans la salle, c'est la conception et l'équipement industriel dédié à la transformation et conditionnement des fibres techniques. Donc en fait, on a un outil de coupe, calibrage de fibres. Aujourd'hui, on est sollicité pour de la plasturgie, des procédés type SMC, BMC. Donc nos clients viennent poudrer des fibres coupées et ajouter eux-mêmes de la résine pour réaliser des préformes qui vont ensuite servir à faire des pièces thermoformées. Et donc nous, on fournit les fibres de lin sèches sur cette application-là. Et on a également développé un outil de dosage de fibres qui a été utilisé dans un projet que je vais présenter après. Ça, c'est une conception interne de A à Z. Donc on charge dans cette machine des fibres qui sont déjà calibrées, qui viennent de chez nous d'ailleurs. Et cet outil-là, on le loue et il est mis à disposition d'industriels, loué à la journée, à la semaine, au mois. Et les industriels vont pouvoir saupoudrer avec un dosage très précis des fibres sur leur outil ou sur notre tapis, sur notre presse, si l'outil reste chez nous. Actuellement, l'outil est assez étroit, de l'ordre de 25 cm de large. On a les capacités, puisqu'on a conçu tous les plans, on l'a fabriqué en interne,
de l'élargir sous réserve d'avoir un projet qui nécessite l'investissement. Donc les produits Natex Roving, donc ça j'ai un échantillon qui est sur la table là-bas. En fait, actuellement, si je ne dis pas de bêtises, on est les seuls à avoir développé, enfin on est les premiers, on a un brevet depuis 15 ans, à développer un roving unidirectionnel, donc sans torsion, sur du lin. Donc ça, c'est une machine, on est parti de quelque chose d'existant, on a modifié tout cet équipement-là, et du coup, aujourd'hui, on réalise des mèches, et ensuite sont réalisés des tissus de A à Z en France, de la plante jusqu'au tissu, ce qui est assez unique, parce que comme beaucoup d'entre vous le sont au courant, il n'y a plus de filature de lin en France, mais là, on n'est pas exactement sur un fil, c'est une mèche, un roving, et donc ça, c'est réalisé en interne chez nous, chez Vente Composite. Ensuite, on a le Twin Flax sec et pré-preg, donc ça, c'est un tissu sur lequel on a géré la traçabilité de A à Z de la plante aux produits textiles. Ça n'a pas été réalisé tout en France, on a géré toutes les étapes en Europe. Et donc là, la tête, vous voyez, je ne sais pas si la photo est très claire, mais pour ceux qui regardent sur le PC, vous verrez quelque chose de plus quali. Donc la machine qui est unique en Europe par sa taille, qui est sur 2 mètres de large, c'est 2 tapis Teflon qui avancent en continu, ce qui permet de dérouler en continu 100 mètres de tissu à des différentes avances, mais voilà, on peut faire plusieurs milliers de mètres carrés par jour selon le produit qui est développé, ou quelques centaines selon la vitesse et le taux de poudrage. Donc ici on a le poudreur qui nous permet de saupoudrer une matière thermoplastique qui peut être d'origine végétale comme du PLA ou d'origine végétale comme du polyamide. Donc la société Arkema française réalise aussi ce type de résine sous la forme de poudre, et ils ont également des grades ignifuges. Comme on est sur de la poudre, on a aussi facilité à intégrer des grades ignifugeants, comme l'a dit mon prédécesseur, le bâtiment est friand de produits ignifugés, hein, et ça c'est un problématique dans le domaine des matériaux d'origine cellulosique ou d'origine végétale, d'avoir la résistance au feu qui est nécessaire. Donc n'importe quel matériau d'âme plus ou moins peut être inséré. Là où vous verrez des petits meubles à partir de bois, balsa, ça peut être du nid d'abeille carton, du liège issu de bouchons recyclés, donc différentes technologies, et ces matériaux sont thermoformables. On voit d'autres photos de produits imprégnés. Donc on a exposé notamment au Batimat 2019, là, dernier Batimat, des panneaux avec de la dentelle, le Calicoderie. Donc là c'était la société Solstice qui nous a aimablement vendu de la dentelle, un partenariat. On a quand même acquis cette dentelle pour réaliser des panneaux sur mesure. Donc là, l'idée aussi pour nous de venir ici, c'est de présenter l'idée que, à partir de textiles, et moyennant des étapes que nous on n'a pas, mais qui sont de l'effilochage et de la réalisation notamment de feutres non tissés, on va pouvoir réaliser des plaques. Donc voilà, donc à partir, ça vous le verrez tout à l'heure, mais donc à partir de plaques souples, hein, enfin de feutres, réaliser donc des plaques de différentes épaisseurs. Donc la plaque que je tiens en la main, c'est des projets automobiles. Ça va servir à nos clients de chauffer, vont chauffer les plaques avec des panneaux radiants. Si chauffer directement le non tissé, la matière elle se rétracte, elle crame complètement, ils n'y arrivent pas. Donc quand c'est des technologies de thermoformage via panneaux radiants, cette étape-là de préconsolidation que nous on fabrique est essentielle, puisqu'ils sont incapables de partir directement non tissé. Quand c'est d'autres technologies type presse plate, puis une deuxième presse en forme, là on peut s'affranchir de cette étape-là. Quand c'est des panneaux radiants, obligation de passer par quelque chose qui a une tenue mécanique à la base. Donc on part d'une épaisseur assez importante, hein, ça peut être 8-15 mm, et on vient les comprimer. Là on voyait un petit peu mieux la machine. Chose assez intéressante qu'on a chez Devon, c'est qu'on a le dérouleur asservi à la machine en entrée et en sortie, ce qui nous permet de contrôler l'alignement des différents tissus qui peuvent être contre-collés ensemble. Donc on peut dérouler un ou plusieurs tissus. Il y a un autre dérouleur qui est caché là derrière le poudreur, et on a la capacité également de mettre d'autres dérouleurs. Et on a aussi la surface financière pour éventuellement avoir des choses avant et après cette machine, qui a été acquis dans le cadre de projets avec Zodiac. D'autres exemples avant-après, donc là on réduit considérablement l'épaisseur. Donc ensuite,
Ça, c'est un projet de recyclage qui est à base de papier ignifugé. C'est le même type de matériau qui se présente dans le plafond de tout ce bâtiment. Donc en fait, c'est des papiers type fibre de verre qui sont ignifuges. Ils en font à peu près 30 tonnes par an et ils ne savent pas quoi en faire parce qu'en fait, le fabricant d'origine ne le recycle pas, ne peut pas le recycler. Ça ne se brûle pas et ils n'ont pas de débouché. Donc là, également, Rocktool a travaillé là-dessus. Il y a des ponts. Parce qu'en fait, nous, on a la capacité de doser les fibres déchiquetées, donc de faire ceci, ensuite de poudrer sur notre machine, d'apporter la matière thermofusible, donc PLA par exemple, à base de bidon, et de réaliser les plaques plates. Vient ensuite intervenir une société comme Rocktool qui peut faire des objets, ou alors on découpe des plaques et on fait des objets à partir de plats. Autre exemple que de honte composite a fait par le passé, donc Zodiac Marine avec le R éthique, société Bombard, il me semble, projet de coque de siège où on n'était pas loin d'aboutir sur les normes feu avant que le projet un peu change de giron puisque Zodiac a été racheté par Safran. Petits objets qui sont faits complètement en interne, c'est très anecdotique puisqu'on ne fait pas la commercialisation de manière très ponctuelle. On a l'outil de fraisage industriel pour du 60-60, 65 par 65 puisqu'on conçoit nous-mêmes nos machines agricoles, comme là la cabine, là donc en fait on fait partie de la cabine et donc on a du matériel de découpe, montage, etc. Voilà, donc je répondrai bien volontiers à vos questions. Je ne sais pas si j'étais un petit peu long peut-être. Pour trouver toutes nos coordonnées sur ce slide et je vous invite une nouvelle fois à vous confier vos projets et vous rendre visite au salon du GIEC. Voilà. Merci. Donc à développer dans le domaine du recyclage textile. Donc Mohamed Magoubi va présenter Unilassal, qui est un laboratoire basé à Rouen. La Normandie est présente. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mohamed Magoubi, donc enseignant-chercheur à Unilassal. Donc, je vais commencer par présenter la structure que je représente afin que j'aborde par la suite en fait un peu l'ensemble de nos activités essentiellement de recherche et développement. Donc jusqu'à en fait maintenant en fait on a vu presque toute la chaîne de valeur en fait en termes de transformation et de commercialisation des produits qu'on peut en fait développer. En ce qui nous concerne, donc nous en fait on est sur la partie vraiment académique et universitaire, donc on développe essentiellement des produits biosourcés, donc sur des projets collaboratifs avec pas mal de partenaires, que ce soit au niveau national ou même européen. Donc pour commencer, donc Unilassal en fait c'est une école d'ingénieurs basée sur 3 sites, donc c'est le groupe Unilassal, donc le siège principal à Beauvais, le deuxième à Rouen et le troisième à Rennes, et donc on forme et on accueille chaque année 3000 étudiants, donc on les forme en fait dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie, tout ce qui est sciences de vie de la terre et sciences de l'environnement, et donc l'ensemble de ces actions en fait, elles sont au cœur des challenges, on va dire, sociétaux en termes de développement durable, de transition écologique et énergétique, et donc l'ensemble de ces activités de formation et d'enseignement qui sont associées à des activités de recherche. Donc il y a 5 unités de recherche au sein de Unilassal qui touchent tout ce qui est bioéconomie, économie circulaire, jusqu'à en fait la transformation des agro-ressources et l'évaluation environnementale en fait, des produits. Donc par rapport à ce qui nous concerne, donc moi je suis en fait rattaché à l'unité de transformation et agro-ressources, donc qui est dans l'activité principale en fait, c'est de valoriser et co-valoriser en fait les produits issus de la biomasse et les filières industrielles afin en fait de leur donner en fait une autre valeur ajoutée, et essentiellement en fait cette valeur ajoutée en fait on la trouve à travers en fait la formulation de nouveaux matériaux
biosourcés. Donc les matériaux biosourcés sont des matériaux, au moins en fait dans notre jargon, sont des matériaux 100% naturels et donc biodégradables. Donc c'est en fait notre casquette en arrondi et en termes d'activité. Donc on est identifié en fait sur cette expertise-là. Donc en termes d'expertise proprement dit, donc on est capable en fait d'identifier les propriétés, on va dire, chimiques et multiphysiques en fait de l'agro-ressource, donc de la biomasse et des coproduits industriels, et donc d'étudier aussi en fait tout ce qui est relation procédé propriété au moment de la transformation et le développement en fait de n'importe quel matériau. Et donc comme on est en fait adossé souvent en fait au réseau des chambres d'agriculture, donc aussi en fait on intervient en fait par tout ce qui est structuration et organisation en fait des filières existantes ou des filières en fait émergentes. Donc sur cette expertise, donc c'est cette expertise donc essentiellement donc développée initialement sur les produits agricoles. Donc vous comprenez en fait un certain nombre de nos clients donc agriculteurs viennent nous voir après leur culture avec des tonnes et des tonnes en fait de coproduits. Donc ils viennent nous dire, ben voilà, vous êtes l'école des chambres d'agriculture, qu'est-ce que je vais faire en fait avec ces produits qui, même après récolte des fibres de lin ou d'autres types de fibres, en fait la quantité restante elle est quand même phénoménale. Et donc nous par le passé en fait on s'est déjà intéressé à la compréhension, on va dire, intrinsèque des propriétés de cette matière première afin d'identifier en fait des pistes de valo par la suite. Et donc, en termes de valorisation, donc, il y a essentiellement, donc, à travers tout ce qui est process ingénierie, que ce soit l'extrusion ou de la thermocompression, en fait, on a développé donc, des expertises, que ce soit en fait dans tout ce qui est film d'emballage pour le contact alimentaire et pour en fait, le packaging dans l'alimentaire, ou essentiellement donc, tout ce qui est matériaux biosourcés pour le bâtiment et plus tard l'automobile. Donc on s'appuie en fait sur l'ensemble des projets qu'on mène et nos activités, donc sur une plateforme technologique, donc le centre AgroArtec, donc qu'on a développé récemment. Donc c'est un centre en fait qui a pour budget de 2 millions d'euros. Donc c'est un soutien fort en fait de la région Normandie et de la métropole pour vraiment favoriser en fait ce concept de développement des matériaux sourcés selon une approche économique circulaire. Et donc l'idée c'est que en fait l'ensemble des partenaires ou intéressés en fait par la valorisation des produits issus de la biomasse ou des déchets industriels, en fait qu'elles trouvent bien évidemment en fait les ressources et les supports en fait technologiques et techniques nécessaires pour les accompagner en fait dans le développement de leurs produits, bien évidemment jusqu'au prototype. Et donc le CODEM ici présent en fait qui a fait la présentation il y a quelques minutes en fait, et le centre de transfert industriel sur lequel en fait on s'appuie énormément pour les activités de transfert industriel, puisque Unilassal en fait est actionnaire dans ce centre. Et donc essentiellement on va dire la partie technologique, donc elle est vraiment vaste et variée. Ce sont essentiellement des procédés issus de la plasturgie. Donc on peut bien évidemment en fait, les adapter et les optimiser pour tout ce qui est matériaux 100% naturels, donc tout ce qui est presse à injecter, tout ce qui est extrusion, tout ce qui est double extrusion, ou même récemment en fait avec la technologie fabrication additive et donc l'impression 3D. Et donc là en fait on est en phase vraiment de lancement de quelques projets, on va dire, au niveau de la région et même des projets européens pour valoriser pas mal de produits locaux, bien évidemment aussi en interaction avec d'autres partenaires. Et donc, ce qui fait en fait ma présence aujourd'hui par rapport à cette journée Retex, c'est parce que de base, je suis de formation ingénieur textile diplômé de l'ENSISA, et de deux, parce que aussi, au sein de notre unité de recherche, en fait, on a mené un travail de valorisation en fait, de
coproduits de gin, que vous aurez en fait l'occasion de les voir tout à l'heure en fait sur les tables. Et donc l'idée de cette valorisation en fait, de ces coproduits de gin en fait, a été initialement dans un premier temps à travers un premier projet qui visait en fait à valoriser les anins de lin. Donc les anins de lin, en fait, ce sont les coproduits issus de la récolte des fibres de lin pour que ce soit le textile noble ou même pour les fibres techniques et l'activité composite en second lieu. Et donc ces anins, en fait, on a une demande de comment valoriser, qu'est-ce qu'on a à faire avec ces produits. Et donc une première réflexion en fait, était dans un premier temps en fait, de fractionner l'ensemble des produits en fait, pour avoir une granulométrie fine et homogène, et par la suite avec le fameux on va dire, procédé de thermocompression classique, on a en fait mis des panneaux 100% biosourcés, sans aucun en fait, ajout de liant ou additifs synthétiques. Et l'idée, ou on va dire l'astuce, résidait essentiellement dans le fait que la matière lignocellulosique contenait déjà de la matière soluble. Le fait en fait de chauffer jusqu'à 150 degrés l'effort de l'ensemble, on va dire, de la structure, et avec la contrainte mécanique de la pression qu'on applique, en fait, on favorise l'extraction de cette matière soluble, et donc notre liant elle est déjà présent dans la matière première qui nous a été fournie. Donc partant de cette première réalisation, donc, qui a déjà donné en fait lieu à un brevet il y a quelques années. Donc là en fait je vous ai mis en fait un peu les différences en termes de densité et de conductivité, essentiellement de la conductivité pour la seconde colonne et la masse volumique pour la troisième. Donc c'est une comparaison avec le placo classique qu'on connaît. Et donc ensuite, donc ce projet a donné tout de suite en fait une réflexion parce que à l'époque notre directrice en fait connaissait très bien en fait, le directeur de la filière du centre de tri textile en Normandie. Et donc tout de suite en fait on était allé plus loin dans la réflexion et pourquoi ne pas valoriser en fait les coproduits issus de la filière textile. Donc ils nous ont été dans un premier temps donc déchiquetés avant bien évidemment en fait, d'appliquer presque le même principe de raisonnement scientifique pour en faire cette double couche, parce que ce que vous voyez là c'est la partie jean 100% et derrière donc cette partie là c'est la partie on va dire jean mélangée ou formulée avec de la chambotte cette fois-ci pour vraiment donner une allure qui ressemble au placo polystyrène qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc, et aussi donc, ce travail a été aussi donc, a donné fruit en fait, d'un brevet qui a été déposé je pense en 2004-2005. En plus, donc voilà, là c'est autre type de preuve des concepts qu'on a mené, donc à travers un certain nombre de projets indirects essentiellement, donc qui visaient dans un premier temps donc tout ce qui est valorisation en fait de la filière ou les produits issus du tournesol. Certes, en Normandie en fait on n'a pas ce produit à la base, mais on a mené ce travail pour déjà en fait avoir une base de données comparative en termes de propriété entre les matériaux premiers et les produits biosourcés obtenus, et donc pour initier dans un second temps en fait la possibilité de faire émerger une filière ou des filières locales dans ce sens. L'autre, on va dire toujours, l'autre type d'application, domaine d'application, c'est l'automobile, donc à travers l'utilisation en fait, de ces panneaux pour tout ce qui est réponse à la problématique d'allègement dans le transport, parce que ces matériaux, avec leur structure ultra poreuse, en fait,
montrent un potentiel énorme en termes d'amortissement et de pouvoir de conductivité électrique. Et donc leur utilisation dans les porteurs automobiles ou dans les planches arrière pourrait favoriser en fait cet aspect d'allègement de la structure. Donc voilà en fait ce que j'avais prévu de vous présenter. Donc une illustration un peu de nos activités sur la valorisation, et on est aussi en phase de s'intéresser à tout ce qui est recyclage des polymères, essentiellement des polymères biosourcés à travers l'activité emballage. Et donc, voilà. Si vous avez des questions. Merci. Bon, merci à tous. Alors, si vous avez des questions publiques maintenant, sinon, si vous avez des questions pour pouvoir effectivement travailler sur l'approfondissement de connaissances avec les personnes qui sont venues pitcher, bon, n'hésitez pas, il y a encore du café, du biscuit. Et aussi, donc, Stéphane Bailly de Volet Métis a rapporté des échantillons de non-tissés. Je le cite souvent en exemple parce que je les vois souvent dans les projets, c'est un petit peu peut-être pour ça, mais aussi parce qu'il y a il y a eu pas mal de projets effectivement développés grâce à cette partie isolant métis, les densités des matières, etc. Et sur la composition des non-tissés. Et donc là, vous avez une illustration avec différents types d'épaisseurs, et je pense que Stéphane pourra toucher deux mots. On est moins sur les composites, on est sur la base qui sert pour les composites, sauf si tu veux toucher deux mots à tout le monde sur tes projets dans les composites. Tu as quelques éléments à dire rapidement? Non, je n'ai pas obligé. Non, en plus, je le piège parce qu'en fait, je lui avais dit non, tu n'as pas besoin de parler, mais tu vas parler après avec tout le monde. Avec plaisir. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions à formuler ici maintenant, vous pouvez les formuler auprès de différentes personnes qui vont se rapprocher de leur centre. Voilà. Et puis, si vous faites aussi